Après avoir reçu une figure emblématique de l'île de beauté, nos éditorialistes emblématiques d'Europe 1 Soir Week-end, Georges Fenech avec moi à ma droite et à ma gauche, Raphaël Steinville, rassurez-vous, ils vont pas s'opposer, quoique du débat dans l'air c'est possible. La fraude sociale, c'est le sujet que nous avons décidé de vous présenter ce soir. 13 milliards d'euros par an, ça fait un gros paquet comme dirait l'autre. La fraude à l'URSSAF, c'est la plus importante de ces fraudes sociales en France. Ça représente plus de la moitié de la fraude avec en général de l'emploi dissimulé, l'URSSAF. Viennent ensuite les prestations sociales individuelles, elles pèsent pour plus d'un tiers des fraudes. Là, on parle des aides au logement, des bourses, du RSA ou encore de la prime d'activité. Bref, des aides qui ne devraient pas être touchées. Et pour faciliter le contrôle des allocataires de prestations sociales, les caisses de la sécurité sociale devraient avoir accès au patrimoine du bénéficiaire. C'est ce que promet ce projet de loi. Les caisses de sécurité sociale qui pourront consulter des données bancaires, connaître les acquisitions immobilières. Bref, liberté individuelle. Chacun aura son avis. Pareil pour les assurances vie, pour détecter d'éventuels revenus non déclarés. Donc l'idée, c'est de croiser en fait les données de chaque ministère, ou encore le débit automatique des comptes bancaires des fraudeurs si jamais les remboursements classiques ne suffisent pas. Beaucoup de mesures, Georges Fenech. Est-ce que là, ce que je viens de vous présenter du droit qui pourrait être octroyé aux caisses de sécurité sociale, ça a du sens, vous allez me dire oui, mais est-ce que c'est applicable ? Oui, c'est applicable, à condition de le vouloir. Et moi, je me félicite des initiatives qui ont été prises par Catherine Vautrin. Quand on dit d'ailleurs 13 milliards, c'est certainement beaucoup plus que cela. Je me souviens d'un rapport, il y a déjà une dizaine d'années, à l'Assemblée nationale, qui estimait à 20 milliards le montant de la fraude, et certaines estimations vont jusqu'à 40, voire 50 milliards. Donc, vous voyez à quel point on est sur quelle somme, c'est-à-dire on est en fait sur l'argent que nous cherchons aujourd'hui. Ça pourrait aider avec les 40-45 milliards d'économies que souhaite faire François Bayrou, notre Premier ministre. Ça pourrait aider. Moi, ça ne me gêne pas du tout qu'on puisse recouper des fichiers, etc. Particulièrement aussi pour lutter contre la fraude. Je suis prêt à sacrifier un peu de liberté, comme on dit, au profit de. Je vous rappelle qu'on a quand même plus de cartes vitales qui sont en circulation que de nombre d'assurés. Justement, à propos des cartes vitales, là, ce que je trouve, c'est dommage, c'est que ça n'a pas été introduit dans ce projet. Et quand je dis plus, on parle de millions. 5 millions. C'est qu'il y ait un contrôle par. 5 millions, nous dit Raphaël Steinville. Qui est de la fabrication des cartes vitales biométriques depuis le temps qu'on en parle. Où là, vous n'aurez plus aucune fraude possible. Vous savez, la biométrie, on vous contrôle par l'empreinte digitale ou par l'iris ou par une photo. C'est très simple, ça existe ailleurs. Là, vous touchez le point sensible de la liberté personnelle et individuelle, et d'autres personnes vont vous dire, j'ai pas forcément envie qu'on sache que. Moi, ça me gêne pas du tout si on me demande mon iris quand je vais dans une pharmacie. Voilà un type de référendum qui pourrait consulter le peuple, parce que là, c'est vraiment personnel. Je vous signale que ça existe en Algérie. Et là, on vous demande pas, est-ce que vous voudriez toucher plus de retraite ? C'est pas un truc qui met tout le monde d'accord. Non. Je pense que... C'est bien la première fois qu'on entend Georges Fenech prendre l'Algérie comme exemple. Pourquoi pas ? Non, mais c'est... Je vous dis, si l'Algérie le fait, si l'Algérie ou le Sénégal ou d'autres pays encore l'ont fait, on doit être capable, parce qu'on nous dit que techniquement c'est trop compliqué. On doit pouvoir le faire. Il s'agit d'installer effectivement des terminaux partout. Il faut installer des terminaux dans les pharmacies pour pouvoir faire ce contrôle qui est le seul véritable contrôle efficace contre l'utilisation frauduleuse des cartes vitales. En tout cas, moi, c'est ma conviction. Raphaël Steinville. Oui, moi je pense que ce que les Français doivent bien comprendre, c'est que si rien n'est fait pour tenter de résorber cet immense manque à gagner, ces milliards qui partent, qui sont volatilisés et qui tombent dans les poches des fraudeurs. Ça devient un sport pour certains aussi. Non, mais c'est un sport, et en fait, ça fragilise justement ce modèle, cet État-providence dont nous saluons à la fois les bienfaits et dont nous demandons chaque jour qui passe si nous avons encore les moyens de continuer à être aussi généreux. Mais si nous ne pouvons plus demain être aussi généreux, c'est précisément parce que les fraudes sociales sont aussi importantes et ne sont pas résorbées. Donc, il y a urgence à colmater les brèches, il y a urgence à agir. On rappelait un certain nombre de rapports, comme le faisait Georges Fenech. Moi, je me souviens, lorsque j'étais journaliste politique, à l'époque au Figaro, dès 2007, il y avait un livre qui s'appelait Fraud Connection, du commissaire Fougeray,
qui déjà à l'époque alertait. Je crois qu'on était, l'estimation c'était 3 milliards. Voyez, Charles Prats, il y a eu les 2 livres de Charles Prats, il y a eu les rapports de Nathalie Goulet au Sénat, et les chiffres sont toujours plus pharaoniques. Si rien n'est fait, très honnêtement, je vois pas comment notre système tel qu'il est conçu peut tenir, et donc il y a urgence à frapper, à faire payer les fraudeurs pour juste préserver notre système. Raphaël Steinville, là vous dites qu'il y a urgence, mais quand on reprend le projet pénal voulu par Gérald Darmanin, quand on prend justement ces nouvelles mesures présentées par Madame Vautrin, cette urgence, ce bon sens, à croire que c'est apparu comme par magie. Oui, Georges Fenech. Moi j'aime bien cette formule du bon sens. Vous savez qu'est-ce qu'il employait ? Le bon sens paysan. Qu'est-ce qu'il employait souvent, cette expression ? C'était Raymond Barre. Il parlait toujours du bon sens. Giscard lui parlait du bon choix. Là, on parlait du bon sens. On parle des honnêtes gens. Ce sont des formules qui sonnent aux oreilles des Français, qui comprennent. Seulement, appliquer là à la matière pénale, en matière de justice, il faut remettre du bon sens. C'est quand même un sacré désaveu pour ses prédécesseurs qui ont participé au même gouvernement, d'ailleurs, que monsieur. Mais enfin, peu importe. Il rétablit des choses qui n'auraient jamais dû être détricotées comme l'ont fait Madame Belloubet, Monsieur Dupond-Moretti, etc. Un seul exemple, ils avaient supprimé les courtes peines d'emprisonnement. Alors, on revient sur ce que nous dit Madame Vautrin. C'était le sujet. Merci de faire ce petit parallèle comme je le présentais. Georges Fenech, Raphaël Steinville, on a dans ces propositions de Madame Vautrin le débit automatique des comptes bancaires des fraudeurs si les remboursements classiques ne suffisent pas. C'est-à-dire vous êtes condamné à rembourser, vous avez trop perçu parce que vous avez eu des indemnités chômage et finalement vous avez trop perçu parce que vous ne nous avez pas déclaré le travail que vous avez effectué le mois dernier. Et finalement, si la personne ne rembourse pas ses 200, 400, 500, 600 euros, eh bien, on va venir lui prendre automatiquement sur son compte bancaire. Là aussi, bon sens. Du bon sens, tout à fait. En tout cas, c'est l'efficacité. Non, mais surtout, je ne vois pas. Je pense que les Français, les honnêtes gens, pour reprendre une expression désormais popularisée par Bruno Retailleau, je ne pense pas qu'ils soient heurtés par l'idée que l'on vienne ponctionner de manière plus intempestive sur les comptes des fraudeurs. Et d'une certaine manière, ce que prévoit Catherine Vautrin est presque en deçà de la main. Elle nous explique que sur 100 000 euros qui auraient été repérés comme étant échappant à tout travail déclaré, aujourd'hui on ne pourrait récupérer que 9 900 euros. Elle se propose d'augmenter ce seuil via la CSG à 45 000 euros. Mais très honnêtement, ces sommes, dès lors qu'elles n'ont pas fait l'objet d'un travail déclaré, que l'on pressent, et d'une certaine manière, même sans une enquête tellement plus poussée, dès lors que l'on pressent que possiblement ces sommes ont un lien avec le narcotrafic. Je pense que personne ne serait choqué que l'intégralité de la somme soit prélevée confisquée, prélevée par l'État. Raphaël a tout à fait raison. Hein. Georges Fenech. Moi aussi, j'ai été surpris de voir qu'effectivement, à partir du moment où on identifiait l'origine illicite de l'argent, pourquoi dire on va augmenter la CSG sur des revenus qui sont clandestins, illégaux? On saisit tous les revenus clandestins et illégaux. Il faut d'ailleurs renverser la charge de la preuve. Vous avez un véhicule qui vaut 100 000 euros. Prouvez-moi, comment vous l'avez acheté? Je peux pas le prouver. Ah ben, d'accord, confiscation. Hein. C'est pas je vais vous faire payer 9 000 euros sur un véhicule 100 000 euros. Je confisque la totalité des revenus, quoi. Alors, ce que vous évoquez, c'est intéressant, puisqu'effectivement, il y a Tracfin qui permet de savoir où est-ce qu'on remonte les sommes d'argent. Et ce que veut aussi Madame Vautrin, en uniformisant les enquêtes qui sont faites par plusieurs cellules de l'administration française, ça permet aussi, en général, c'est ce qu'elle expliquait, que quand une personne commence à frauder, même si c'est pas fait intentionnellement, se cache souvent derrière d'autres fraudes, puisqu'en général, une fraude appelle une autre fraude. Donc, la naissance comme ça de ce croisement de données, c'est vraiment une utilité, même une obligation. Il faudrait que ça arrive très vite, Raphaël Steinville. Oui, on pressent l'utilité, sauf qu'aujourd'hui, le croisement de ces fichiers est rendu très difficile. Par la CNIL. Notamment par la CNIL. Donc oui, moi je suis effectivement favorable
au croisement de ces fichiers, à ce que les impôts, l'assurance maladie, enfin tous ces fichiers puissent être croisés, parce que il est tellement facile aujourd'hui de produire de fausses attestations acédiques, de fausses fiches de revenus pour pouvoir prétendre après à des prestations sociales. Donc oui, je pense qu'il est urgent que tous ces fichiers puissent s'entrecroiser afin de justement dénicher les fraudeurs là où ils se trouvent. Dans ces mesures, j'aimerais avoir votre avis, Georges Fenech. Interdiction de versement d'allocations chômage sur un compte bancaire hors de l'Union européenne pour les bénéficiaires non résidents. Parce qu'actuellement, vous pouvez résider à l'extérieur et avoir justement des sous qui tombent directement dans votre portefeuille. Oui, je pense que c'est une mesure qui serait effectivement très opportune. Ah mais quand j'ai lu ça, moi j'étais même pas au courant que c'était possible. Nous, on sait qu'il y a des ressortissants algériens, par exemple, tiens, on revient à l'Algérie, qui vont continuer à percevoir, on s'en rend pas compte tout de suite, des allocations de chômage alors qu'ils ont leur carte d'identité 110, 120 ans. Oui, le minimum vieillesse aussi, c'est pour ça. C'est pour le chômage, Georges. Oui, je parle du chômage. C'est pour la retraite. Pour la retraite. Pour la retraite, oui. Oui, là, vous parlez du chômage, oui, pardon. on parlait du chômage. Non, mais pour la retraite, on a vu des retraités atteindre des âges canoniques. Donc, on ne sait même pas s'ils sont toujours en vie. Effectivement, des 115, des 120 ans. Et parfois, ça alerte. Et là, il y a les warnings qui apparaissent dans les ordinateurs. Pour le chômage, ça me paraît évident. Raphaël Steinville. Effectivement, il y a le cas algérien, mais c'est vraiment pour les retraités, où on a vu une explosion du nombre de centenaires en Algérie, retraités touchant des retraites françaises. Mais s'agissant du chômage, moi je comprends cette mesure. Combien de vidéos d'influenceurs, de personnes voulant faire le malin sur Internet a-t-on pu voir ces derniers mois ou ces dernières années, de jeunes hommes ou de jeunes femmes vivant de Pôle emploi et étant à Dubaï, étant dans des pays asiatiques, cela coulant douce, sans faire jamais l'effort de rechercher un emploi véritablement. Donc moi je comprends qu'il y ait une dérive du système qui oblige et qui nous contraigne à un certain nombre de garde-fous, notamment que les comptes soient soit français, soit européens. Absolument. Il y a aussi le blocage temporaire des comptes bancaires. Je vais les dresser comme ça, quelques-unes, avant de passer aux informations de Maëlle Laurent. Blocage temporaire des comptes bancaires des entreprises soupçonnées de travail dissimulé afin d'éviter qu'elles organisent leur insolvabilité au début d'une enquête. Ce qu'on disait, c'est le sport. C'est-à-dire, attention, je suis dans les radars, donc je peux directement faire en sorte que j'ai plus d'argent. Donc comme ça, on ne peut pas me recouvrer des sommes. Et puis, enfin, pour conclure ce chapitre, contrôle anonyme des organismes de formation publique. Du coup, les agents vont pouvoir se faire passer pour des clients afin de détecter les formations fictives. Là, juridiquement, je pense, Georges, qu'on franchit un cap. Et ça, c'est pas mal. Oui, moi, je connais bien ce sujet de la formation et de tous les abus qui sont autour, avec des organismes qui sont des faux nez, d'ailleurs, d'associations, quelquefois de sectes, d'ailleurs, et qui obtiennent des agréments de manière indue. Vous allez nous expliquer juste après les infos. D'accord. Ça marche ? Mais bien sûr. Allez, à tout de suite sur Europe 1. Et pour ce dernier quart d'heure d'Europe 1 Soir Week-end, dans ce dimanche soir avec Raphaël Steinville et Georges Fenech, on termine notre sujet sur les mesures souhaitées par Catherine Vautrin, ministre du Travail et de la Santé, pour recouvrer les fraudes sociales. 13 milliards par an, c'est énorme, gigantesque, voire même des 20-25 milliards, on ne sait pas trop, ça peut même aller encore plus loin. Là, à 40-50 pour Raphaël Steinville. Qui dit mieux ? Allez-y, chacun son tour. C'est Charles Pratt qui le documente, et je pense que c'est suffisamment sérieux. Lorsque Catherine Vautrin parle de ces 13 milliards, c'est sur la foi de je ne sais plus quel rapport très récent, mais je pense que c'est toujours très désagréable pour l'État de devoir admettre que finalement 13 milliards, voire davantage, disparaissent sous ses yeux. Donc déjà 13 milliards, on se contente de les recouvrer, c'est déjà très bien, mais il y a probablement bien davantage à faire. Je me souviens de la mission parlementaire qu'avait menée un de mes collègues à l'époque, Dominique Tian, député de Marseille, sur la fraude sociale, qu'il estimait à l'époque à 20 milliards. Déjà, je vous parle de ça il y a une dizaine d'années. Donc, il y a l'inflation depuis, Georges. Quand on dit 13, c'est vraiment, on est dans la fourchette basse. Mais que ce soit 13 ou 20,
c'est absolument, il faut lutter contre ça. Alors pour aller à la pêche justement à ces milliards d'euros, elle propose notamment un contrôle anonyme des organismes de formation publique. Pour le coup, les agents vont pouvoir se faire passer pour des clients afin de détecter les formations fictives. Undercover en fait, c'est ça, sous couverture, Georges Fenech. Oui, c'est un peu comme font la police judiciaire, sous des couvertures pour infiltrer. Mais ça c'est très encadré. Ah oui, ça c'est très très encadré parce qu'il y a eu des problèmes pour des policiers qui sont retrouvés mis en cause. Et ça peut faire casser aussi des enquêtes. Absolument. Donc c'est très encadré. Là, si on prend une telle mesure, effectivement, il faut la blinder juridiquement. Se faire passer pour un faux apprenti ou quelqu'un qui suit un élève, qui suit une formation professionnelle. Il faut quand même des garanties très très sûres, éviter toute difficulté d'ordre juridique. Ensuite, mais je crois que c'est encore une bonne idée. C'est une bonne idée de pouvoir vérifier à l'intérieur même de l'organisme de formation, pendant le séminaire,